but aujourd'hui de notre réunion, c'est d'en parler un petit peu, de voir un petit peu quels sont faire un état des lieux, hein, alors par rapport au programme, et ensuite créer un état des lieux, voir un petit peu les causes, les conséquences en aval, et par rapport à ça, donc il y aura un débat pour voir quelles sont les solutions qu'on puisse mettre en place pour pouvoir lutter contre ces désertifications médicales. Oui, en 2000, donc chiffre 2012, nous sommes à 200. Il y a 273 000 médecins inscrits alors, donc 273 000, donc 216 000 en activité permanente. On n'a jamais eu autant de médecins. Mais le problème, on a des désertifications médicales. Alors on se dit, mais pourquoi? Parce qu'ils vont sur la Côte d'Azur, ils vont dans les bordures littorales. À savoir qu'aujourd'hui, sur ce nombre de médecins, 62% des femmes sont des hommes. À l'époque, un peu plus de 95% des médecins qui s'installaient, c'était des hommes. Donc, c'est pas un problème en soi, mais le temps accordé à l'activité médicale est beaucoup plus important pour un homme qu'une femme, parce qu'une femme, bien évidemment, elle va s'accomplir sa vie, je veux dire, aussi d'épouse et familiale. Aujourd'hui, il y a aussi l'évolution des choses, c'est que les hommes, jeunes médecins qui s'installent, ils se disent, attends, nous, à 8h du matin, 23h, négatif, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, si on veut avoir une qualité de vie, ce qui est normal, légitime, mais c'est au détriment d'activité. Donc aujourd'hui, en fait, il ne faut pas raisonner en effectif, mais il faut raisonner en temps de travail. Alors il y a une dégradation qui s'est faite aussi parce que, à l'époque, Madame Simone Veil, donc il y a à peu près 30 ans, en arrière, a mis en place ce qu'on appelle le numerus clausus. Le numerus clausus, pour ceux qui ne savent pas, en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de médecins, pas assez d'activité, et par rapport à ça, ça créait certaines problématiques. Donc on a dit, on va réduire le nombre de médecins. Mais au fur et à mesure dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a pas révisé un petit peu ce numerus clausus par rapport aux attentes de la population. Parallèlement à cela, il y a un vieillissement, l'espérance de vie a rallongé. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 83 ans en moyenne, alors qu'à cette époque, on a gagné un peu plus de 10 ans, hein, à savoir, c'est quand même important. C'est qu'on gagne par an, on gagne 3 mois par an d'espérance de vie de rallongement. C'est-à-dire que sur 4 ans, on gagne 1 an. C'est quand même énorme. Mais cette courbe a tendance à se réduire parce qu'il y a un vieillissement des populations, donc l'espérance de vie s'allonge, mais aujourd'hui, justement, il y a une certaine dégradation au niveau des soins. À savoir que la France, on a perdu 7 places, pas 7 places, même un peu plus, au niveau mondial de représentativité, de qualité des soins. Il y a aussi, donc ça, ce sont déjà les premières choses, donc on n'a pas su s'adapter par rapport à ça, on n'a pas pris en considération ces paramètres-là. Donc voilà un petit peu. La population est vieillissante, moyenne d'âge aussi, par exemple, des médecins en France, général, hein, de tous les médecins, c'est 52 ans, moyenne générale d'âge des médecins généralistes, 53 ans. Pour donner un chiffre, sur la région Lorraine, 50% des médecins généralistes partent à la retraite d'ici 5 ans. C'est quelque chose qui s'identifie à quelque chose près sur la Bourgogne. Donc c'est à peu près national. On s'est dit, alors aussi, l'autre phénomène, c'est qui s'est développé au cours du temps, c'est que l'espérance de vie rallonge. On a des pathologies qui deviennent plus, comment dirais-je, différentes. Les pathologies aussi plus dures, si je peux dire. À savoir un chiffre, dans l'état actuel des choses au niveau de la recherche, c'est que 60% de la population française, donc en 2050, hein, il est estimé que 60% de la population française en 2050, de plus de 60 ans, risquent de contracter une maladie dégénérative type Alzheimer, Parkinson. Qu'allons-nous faire? Donc c'est quand même quelque chose, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres qui viennent, je travaille avec des universitaires, je travaille avec des professeurs sur ces problématiques-là. Autre problématique qui existe aussi, liée, je veux dire, aux désertifications médicales, liées aussi à la médecine, à la santé.
Aujourd'hui, nous avons 55 000 lits qui manquent en maison de retraite. Qu'allons-nous faire? Aujourd'hui aussi, il y a des nouvelles technologies qui sont apparues, de nouvelles spécialités en médecine, parce que, bien évidemment, prenez par exemple la radiologie, ça a évolué, mais aujourd'hui, on manque crûment aujourd'hui, dans toutes les spécialités. Comme je disais, quand on dit désertification médicale, deux images à l'esprit, c'est le manque, je veux dire, de médecins, c'est le médecin généraliste, et les autres désertifiés. Mais aujourd'hui, prenez dans les hôpitaux, eh bien, on manque de cardiologues, d'anesthésistes, on manque des formatés. Et justement, nous avons une représentante qui est là au niveau des sages-femmes, eh bien, je pense que, qui travaille, qui connaissait le milieu hospitalier, je pense que, comme partout, ça se vérifie. Donc, par rapport à ça, que faire? Alors, il existe un certain nombre de solutions. On a pensé, on a dit, bon, on a pas assez de médecins en France, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des médecins étrangers. Mais c'est une solution. À savoir que 80% des médecins étrangers qui viennent s'installer en France sont en situation d'échec. Pourquoi? Il y a la barrière culturelle, les différences culturelles qui risquent, la barrière aussi de la langue. Il y a aussi la différence de la pharmacopée. Vous allez me dire, la pharmacopée, les médicaments, c'est international. Oui, effectivement, les molécules. Mais si vous prenez la Belgique, vous prenez l'Espagne, vous prenez l'Allemagne, vous prenez la France, eh bien, les pratiques de la pharmacopée est différente. De plus, un patient, imaginez un patient qui va voir chez son médecin généraliste. Il arrive chez le médecin généraliste, le médecin fait sa visite, ausculte le patient, va faire une prescription médicale, et si le médecin ne connaît pas, je veux dire, le nom commercial, qui va commencer à rechercher dans le Vidal, je veux dire, le médicament nécessaire, quelle va être sa réaction naturelle pour lui, parce que le médecin, c'est quand même 10 années d'études, ce qui représente la connaissance, le savoir, quelle va être la réaction du patient? Il va dire, attends, il n'est pas médecin. En sortant, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, attendez, je suis ici, donc il y aura la mauvaise publicité. Et pour qu'un médecin se sédentarise, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas de secret, il faut qu'il gagne sa vie. Donc par rapport à ça, c'est de mettre en place un certain nombre de solutions. Mais aussi d'un autre côté, on est en train de créer des déserts médicaux dans certains pays. Alors on entend beaucoup de médecins roumains, mais on va savoir aujourd'hui, par exemple, en Roumanie, on ferme des hôpitaux. Exemple, on reçoit des médecins espagnols qui peuvent justement, c'est le cas par exemple sur Pierre-Letton là actuellement, et bien sur l'Espagne, les conditions économiques font que ces médecins partent à l'extérieur essayer de compenser, trouver un revenu qui soit, je veux dire, à la hauteur de leurs compétences. L'exemple d'Espagne aussi, c'est qu'il y a une préférence nationale, on va dire, notamment on a des médecins espagnols, nous avons reçu, nous sommes en train d'installer, par exemple, sur la Guyane. Alors, ça, c'est un des paradoxes à savoir. Ce sont des médecins qui peuvent être inscrits à l'ordre des médecins nationaux en Guyane, mais ils ne peuvent pas travailler ici en France. Cherchez l'erreur. Donc, ces médecins hispaniques, je veux dire, qui sont venus, que ce soit du Pérou, Argentine, Brésil, en Espagne, aujourd'hui se retrouvent sans activité, donc repartent chez eux parce qu'il y a une certaine préférence. Alors, j'explique aussi dans le livre qui s'appelle Zone rurale de santé, que je rends public, le rapport que j'ai présenté au Sénat, c'est qu'en fait, la désertification médicale, c'est pas un problème. On s'imagine qu'il n'y a que la France. Et on s'imagine, il n'y a que la région. Non, il n'y a pas que la région, il n'y a pas que la France, c'est un problème européen, et même, je dis, c'est un problème mondial. À savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards d'habitants sur la planète, 1 milliard meurent de faim. 2050, il est estimé à 10 milliards d'habitants sur la planète. 4 milliards vont mourir de faim. Ça veut dire que ça va avec la santé. Mais ça va avec la santé. Pour quelle raison? Donc, ça veut dire que les 3 milliards supplémentaires, ce sont des gens qui sont mourir de faim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, dans l'absolu, pour un peu, je veux dire, attirer l'attention et nos esprits sur ces problématiques, c'est que chaque des personnes qui sont en train de naître au-dessus de ces 7 milliards, un peu plus de 7 milliards, eh bien, aujourd'hui, sont en train de mourir de faim. Voilà un petit peu la situation. Alors, on fait, justement, c'est le principe des vases communautaires, on va prendre des médecins étrangers pour venir en France, alors qu'en France, on se retrouve dans une situation, je vais dire, de chômage, où on a des jeunes, des étudiants,
C'est un peu paradoxal. C'est pour cette raison que j'aurais bien voulu avoir des représentants des organismes qui soient là pour qu'on puisse en parler ensemble, pour apporter certaines solutions. Donc, ces étudiants partent, par exemple en Roumanie, en Espagne, en Belgique, faire des études parce qu'ils sont alertés par le numerus clausus des études de médecine. Parce que, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir un petit peu les façons d'admission, je veux dire, en études de médecine. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, alors le numerus clausus, il a été relevé de 300 étudiants supplémentaires, de 300 candidats. Alors j'ai fait un petit calcul comme ça. Je me suis dit, d'accord, bon, 300 candidats, combien ça va nous amener de médecins, au bout du compte, de médecins généralistes libéraux? Alors tout simplement, j'ai pris ma calculette, j'ai dit 300, en sachant que sur 100 médecins, 100 étudiants qui rentrent en médecine, aujourd'hui, seulement 60 vont devenir médecins, sont diplômés de médecins. Seulement 60%. Pour quelle raison? Les études aujourd'hui, c'est 10 ans, sont de plus en plus dures, de plus en plus complexes. Les sélections, les qualifications pour entrer en médecine sont-elles bien adaptées? C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui n'ont pas la vocation d'être médecins, qui rentrent en médecine, qui au bout de 3, 4, 5, 6 ans se disent « Attends, c'est un peu trop dur, j'ai envie d'arrêter, je veux rentrer dans la vie active ». C'est ce qui se passe actuellement. Alors que d'autres se trouvent écartés de médecine et on les retrouve partir à l'étranger. Donc ça, c'est une des réflexions à avoir. Donc c'est déjà une chose. Donc 60% déjà éliminés. Après, par rapport à la spécialité. Alors je ne sais pas si tout le monde sait, aujourd'hui, le médecin généraliste est devenu une spécialité. Effectivement, tel que comme un cardiologue, un radiologue, c'est un spécialiste. Parce qu'en fait, c'est une corporation, je veux dire, une corporation, c'était un secteur de la médecine qui manquait de reconnaissance. Pour être reconnu, donc, il est devenu médecin, il est devenu une spécialité. Au bout du compte, quand on arrive au bout, on fait tout ce décompte, eh bien, moins de 10 médecins sur 300, moins de 10 médecins seront médecins généralistes. Voilà un petit peu donc la situation. Alors vous allez me dire, mais c'est simple, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On lève le numerus clausus, on dit voilà, parce que dans l'étude qui a été réalisée, en ramenant le temps de travail, d'activité, on estime à 11 000 le nombre de médecins en France. 11 000, toutes spécialités confondues. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous à un ophtalmologue, comme on disait tout à l'heure, donc c'est pas simplement le médecin généraliste. Donc par rapport à cela, on se dit, ben, c'est simple, on relève le numerus clausus, et puis ben voilà, on ouvre les vannes et on les valide. Oui, mais quelle université? Aujourd'hui, on est à saturation au niveau des universités. Vous avez des étudiants en médecine qui, je veux dire, sont obligés d'être dans certains amphithéâtres, ils suivent par visioconférence, donc déjà, les professeurs de médecine. On manque de professeurs aussi, parce que c'est-à-dire qu'on ouvre la vanne, mais il faut des professeurs, déjà au niveau je veux dire, des CHU, des centres hospitaliers, ben c'est tout juste les effectifs, on le voit aujourd'hui, ce qui se passe. Donc voilà un petit peu la réflexion. Alors, est-ce que aller piocher à l'extérieur pour faire venir, est-ce la bonne solution? Est-ce le numerus clausus, combattre le numerus clausus, augmenter, je veux dire, les effectifs, est-ce la solution? Voilà actuellement donc, un petit peu dans la situation où nous sommes. Alors par rapport à tout ça, bien, il y a certaines dispositions, c'est pour ça que les élus, aujourd'hui, on voit bien, on ne sait pas trop comment faire par rapport à ça. Alors aujourd'hui, il y a des solutions, alors on parle de développement de pôles de santé notamment pour essayer de rassembler les médecins. Pour quelle raison? Parce qu'on dit, bah oui, les médecins, on parle de la solitude. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de suicide des médecins généralistes en France est 7 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est quelque chose d'inquiétant. Et oui. Le nombre de médecins, c'est pour cette raison que souvent on entend un médecin qui est débordé, un harassé, et puis il divise sa plaque, il dit, là dernièrement, c'est hier encore, j'ai une commune qui m'a dit, voilà, j'ai un médecin, il divise la plaque, il s'en va, il arrête.
Derrière la solitude, justement, développer des pôles de santé, ça peut être une des solutions, travailler en équipe. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui aussi le développement, comment dirais-je, au niveau des problématiques, le manque ressenti par les populations de proximité, c'est une chose, mais aussi au niveau des urgences. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, le samedi, le week-end? Donc, on n'a pas un médecin de proximité qui engorge ces urgences. Donc, il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là aussi. Donc, voilà un petit peu le panorama qui existe dans l'état actuel des choses. Alors, les solutions, développer des pôles de santé, développer la maison de la naissance, la maison des seniors, voilà un petit peu les pistes qui sont à l'étude. Mais aussi, après, les maires sont confrontés à une autre problématique. Développer un pôle de santé, c'est très bien. Mais comment ça se passe financièrement? Alors, pour développer un projet, il existe des études qui sont mises en place par les agences régionales de la santé. Pour que ces études aboutissent, donc il faut au moins 2 médecins. Déjà, on arrive à nouveau à contrario, parce que sur une commune, un médecin qui a 52 ans, 53 ans, par rapport à la moyenne nationale, mais c'est beaucoup plus que ça. Regardez par un exemple sur la commune d'Avallon, la moyenne d'âge des médecins, elle est d'environ combien? Combien de médecins vont partir à la retraite d'ici 2, 3, 4 ans? 3 ou 4. Donc, ça veut dire une chose, est-ce que si on monte un pôle de santé, ces médecins ont envie d'y aller? Alors, je parle sur Avallon, mais on a d'autres communes, je veux dire, d'autres secteurs où on peut développer des pôles de santé. Ils ne sont pas trop intéressés, je veux dire, là-dessus, parce qu'ils sont en fin de carrière. Certains, je ne vais pas tout mettre en cause, donc voilà un petit peu. Aujourd'hui aussi, une piste, une des raisons, je veux dire, qu'on manque de médecins libéraux, c'est la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, aujourd'hui, le médecin il dit, attends, moi, je paye une partie de mon activité déjà en tant que libéral, qui correspond à environ 40% évalué, c'est l'administratif, le secrétariat. Donc nous, on est médecins, on n'est pas secrétaire, mais il faut qu'il soit comptable, il faut qu'il soit, je veux dire, secrétaire, il faut qu'il soit... Donc ça, c'est du temps aussi passé. C'est pour cette raison qu'on retrouve une partie de ces médecins qui aujourd'hui privilégient d'arrêter l'activité en libéral pour partir en activité salariée. Aussi un phénomène qui se développe aussi important, et aujourd'hui qui correspond à peu près à 12%, c'est que des médecins privilégient aussi de faire simplement des remplacements. C'est-à-dire qu'ils vont travailler un week-end, 3, 4, 5, 6 jours dans le mois, ils vont faire des remplacements et ils se contentent, ils vont se dire, moi j'ai pas envie de m'acharner au travail, je vais payer des impôts, je me donne un certain niveau de salaire, et donc voilà. Et c'est un phénomène qui est en train de se développer aussi. On essaie de trouver des solutions, comme je disais, au recrutement, mais c'est sur des emplois, sur des gens de pouvoir. Alors, le développement des pôles de santé, justement, j'aimerais bien pouvoir en partager un petit peu avec vous. Les maisons médicales, c'est effectivement une solution partielle et de court terme, puisque dans 10 ans, de toute façon, la faiblesse du nombre de médecins sera telle que même quand vous avez une maison médicale, vous ne pourrez pas. Donc ceux qui prennent le problème aujourd'hui, ils ont de la chance, c'est très bien. J'ai envie de dire que quand même, on a de la chance d'avoir eu des problèmes maintenant. Moi, je suis dans une autre partie du département où le problème se trouverait dans 5 ans. Et aujourd'hui, il est totalement impossible d'anticiper, parce que, comme vous le disiez, les médecins en place n'ont pas du tout envie de devoir chercher, ils ont appelé ça un dispensaire. Donc, voyez un peu les équipes qui portent une maison médicale. Ils n'ont pas envie de voir ça. Donc, ça veut dire qu'on pourra véritablement se régler le problème que dans 5 ans. Comme il faut 5 à 7 ans pour faire une maison médicale, je pense que si elle se fait, on aura toutes les peines du monde à trouver 2 médecins, si toutefois on en trouve. Donc moi je dis que c'est une solution aujourd'hui. Pour ceux qui arrivent à la mettre en œuvre, c'est une solution à court terme et à moyen terme, vous l'avez dit, on va pas régler le problème comme ça. Alors, je voulais juste rebondir sur un point, j'ai vu une émission à la télé, je crois que c'était hier, où je voyais une téléconsultation. Alors ça se passait avec un médecin français qui exerce en Belgique, parce qu'en France on n'a pas le droit. Et donc il était en lien avec la vidéo avec une personne en France, un patient,
la consultation est à 15 €. Alors actuellement, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, elle est à 15 €. Et donc vous avez une téléconsultation. J'imagine que si le médecin est sérieux, et ça a l'air le cas, il sait très bien tout ce qu'il peut faire par l'intermédiaire de la vidéo, tout ce qu'il ne peut pas faire, hein, c'est évident. Donc j'imagine que ce sera partie du panel de solutions qui demain vont être mis en œuvre pour régler le problème. Hein. Alors les consultations peut-être de spécialistes, ophtalmo, parce qu'on parle des médecins généralistes, c'est important, mais quelqu'un dit tout à l'heure, c'est vous avez un problème hélicoptère, c'est 6 mois si tout va bien. Donc pendant 6 mois, il peut rouler. Ça, c'est parfois d'autres.